affilié à la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie, ou l'ILAE. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au professeur Patrick Van Bogart, qui va nous parler des encéphalopathies épileptiques avec pointante continue du sommeil et avec les épilepsies à pointe centrotemporale, les formes apparentées. Alors, le professeur Patrick Van Bogart, il est professeur de neurologie pédiatrique, il est chef-service de neurologie pédiatrique au CHU d'Angers. Il est aussi directeur du centre de référence des épilepsies rares au CHU d'Angers et dans les pays de la Loire, mais il est surtout connu par être un expert dans la prise en charge et dans le diagnostic et la prise en charge des épilepsies à pointe centrotemporale et surtout des épilepsies focales atypiques et surtout les pointes continues. Et je pense que nous, avec cette conférence, avec ce sujet qui pose énormément de problèmes, aussi bien dans le diagnostic que dans la prise en charge, qui reste toujours une énigme pour nous en pratique quotidienne, avec la prise en charge surtout thérapeutique. Je pense que le professeur Patrick Van Bogart va nous élucider quelques soucis, enfin quelques problèmes, et va nous dire comment il faut s'y prendre pour le diagnostic et comment on va étiqueter nos patients et surtout comment on va les prendre en charge. Alors, pour les questions, je vous demande comme d'habitude de poser la question à la fin au fur et à mesure dans la partie questions et réponses, et à la fin de la session, on se fera un plaisir, le professeur Van Bogart se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, merci encore d'être parmi nous, professeur Van Bogart. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de vous écouter, et à vous la parole. Merci beaucoup. Merci également, Chanez, et pour moi, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de ce sujet qui est difficile, effectivement, les limites nosologiques de ces encéphalopathies épileptiques avec pointante continue du sommeil. Ça peut poser des problèmes de diagnostic différentiel, et j'essaierai dans cet exposé d'environ 1 heure d'être le plus clair possible par rapport à cela. Alors, encéphalopathie épileptique avec pointante continue du sommeil, donc c'est les hypox, ça regroupe en fait plusieurs syndromes épileptiques. C'est une sorte de chapeau qui renferme plusieurs syndromes. Alors, par ordre chronologique, le premier qui a été décrit en 1957, c'est le syndrome de Landau-Kleffner. En fait, Landau était neurologue et Kleffner, lui, n'était pas neurologue, il n'était pas non plus neuropédiatre ou pédiatre, il travaillait dans un centre de prise en charge, de rééducation d'enfants sourds. Et c'est un spécialiste en fait de la surdité, Kleffner. Et c'est important que vous ayez ça en tête parce que ces enfants qui ont été diagnostiqués il y a plus d'un demi-siècle comme porteurs du syndrome de Landau-Kleffner, ce sont des enfants qui étaient considérés comme des surdités acquises. Ils étaient dans ces centres de réadaptation et donc ils avaient perdu le langage, ils étaient devenus aphasiques et ils avaient ce tableau qu'on a appelé par la suite agnosie auditive phonologique. Donc c'est une sorte de surdité centrale. Les patients semblent ne plus rien entendre et de ne plus rien comprendre. Et ce qui était intéressant dans la description initiale de Landau-Kleffner, c'est que certains de ces patients n'avaient jamais fait de crise d'épilepsie. Certains en avaient, mais pas tous. Il y avait certains patients qui n'avaient jamais fait de crise clinique et dont la présentation était une présentation très cognitive, très langagière. Et en fait, Landau et Kleffner ont été les premiers à établir le lien entre cette surdité acquise et des anomalies de type épileptique à l'EEG de sommeil.
Et puis, toujours dans l'ordre chronologique, en 1971, les Italiens, le groupe de Tassinari, a décrit l'ISS, Electrical Status Epilepticus During Slow Sleep. Alors, la démarche des Italiens n'était pas du tout une démarche de caractérisation clinique. Eux, c'était avant tout des électroencéphalographies. Donc, pour caractériser l'ISS, ils ne sont pas partis du tableau clinique de leurs patients, ils sont partis des anomalies à l'EEG. Et c'est eux qui ont décrit ces pointons diffuses occupant plus de 85% du temps de sommeil non REM sur au moins 3 EEG de nuit pendant une période d'au moins d'un mois. Donc, c'était des gens qui faisaient beaucoup d'EEG et qui ont été très précis dans des critères EEG. Et ils ont appelé ça l'état de mal épileptique pendant le sommeil. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, ces patients? Ils avaient pour la plupart une régression cognitive globale, mais également avec des troubles du langage. Donc, ça se rapprochait quand même du syndrome de Landau-Kleffner, sauf que la régression était plus globale, ainsi que des gros troubles du comportement. Et ces patients faisaient également tous des crises, crise focale, absence atypique, crise tonico-clonique généralisée. Donc, il y avait de multiples manifestations épileptiques. Et puis, un peu plus tard, les Suisses, Eliade Roulet-Pérez et Thierry Deona, ont décrit le syndrome frontal acquis d'origine épileptique. Et puis, par la suite, en fait, plein d'autres types de troubles cognitifs acquis associés à une activation importante des pointes au cours du sommeil ont été rapportés. Le syndrome operculaire, où là, la présentation clinique, c'est un trouble articulatoire de type donc dysarthrie, dysphagie, avec une parésie faciale, une hypotonie faciale, un bavage et une dissociation automatico-volontaire, à savoir que ces patients qui semblent avoir une paralysie faciale, en fait, lors d'activités automatiques comme le rire ou le pleur, on voit qu'ils n'ont pas une réelle paralysie faciale. Puis l'agnosie visuelle a été décrite, où là, les patients semblent ne plus voir, avoir perdu la vue, lié à un dysfonctionnement épileptique et à une activation des pointes pendant le sommeil, des tableaux d'émi-négligence et enfin des tableaux de troubles spécifiques des apprentissages associés à ces pointons de continu du sommeil. Et enfin, on a décrit les POX lésionnels, c'est-à-dire des patients qui avaient ces manifestations cliniques électroencéphalographiques, mais dont l'IRM n'était pas normal et montrait des lésions de nature diverse sur lesquelles je vais revenir. Donc vous voyez que en fait, ça regroupe un très grand nombre de choses différentes, ce hypox. Alors, donc, je vous en ai déjà parlé, mais historiquement, ces syndromes ont été décrits sur des critères différents. Dans le syndrome de Landau-Kleffner, c'était le déficit cognitif, donc l'aphasie qui était à l'avant-plan, avec un EEG relativement peu documenté et les crises peu documentées. Et de même pour le syndrome frontal et les autres troubles cognitifs acquis. Et je vais à présent vous illustrer ce qu'est le syndrome de Landau-Kleffner à partir d'une vignette clinique. Il s'agit d'un enfant de 4 ans et demi qui a progressivement perdu le langage alors que ce langage se développait normalement jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Donc l'enfant perd progressivement le langage, il n'a jamais fait de crise et d'habitude, l'histoire de ces patients est assez typique parce que les parents pensent que leur enfant est devenu sourd, ils l'adressent aux ORL qui font un bilan de l'audition et constatent qu'en fait l'audition est complètement normale. Et puis on se pose la question d'une origine donc neurologique. Donc cliniquement, je vais vous illustrer ce qu'est cette agnosie auditive avec en fait un enfant qui ne réagit plus au son, mais qui a donc le quotient verbal
inévaluable parce que il a perdu tout langage. Par contre, ce n'est pas une démence, ce n'est pas une régression globale parce que le quotient performance est préservé chez ces patients. Alors, je vous montre un extrait de son EEG. Excusez-moi, il n'est pas de bonne qualité. Je ne sais pas pourquoi il ne passe pas très bien à l'écran. Mais donc, il y avait des anomalies épileptiques très abondantes au cours du sommeil. Mais j'aimerais surtout que vous vous concentriez sur la vidéo de cet enfant qui est en train de communiquer avec sa mère par des pictogrammes, parce que il n'y a plus que cette manière-là qui soit un canal de communication. Donc vous voyez, c'est une communication non verbale qui s'est établie, et vous allez voir l'absence de réaction de cet enfant aux stimulations auditives. Alors il y a donc un de mes collègues qui se met derrière lui et qui le stimule. Vous voyez, il ne tourne pas du tout la tête. Et après l'avion, il y a quoi? On va manger un goûter? Tu veux goûter après? Goûter à quoi? Un petit yaourt? Une pomme? Une banane? Tu veux quoi? À boire. Non. Alors, donc du coup, ces enfants peuvent apparaître parfois autistes parce qu'ils ont l'air d'être dans leur bulle, mais c'est un trouble plus électif donc de l'audition centrale qui est typique du syndrome de Landau-Kleffner. Alors, le syndrome épileptique frontal acquis, donc décrit par les Suisses, je vous montre une vignette clinique illustrant ce syndrome du bouquin de Thierry Deona et Eliane Roulet-Pérez. Donc, cet enfant qui avait un développement psychomoteur normal et un comportement qui était normal également. La présentation clinique, c'est un trouble attentionnel et puis des troubles du comportement de type agitation, intolérance à la frustration, des troubles de la communication. Et il y a un aspect régressif qui est très bien illustré sur cette vignette. Vous voyez l'évolution du dessin de cet enfant qui s'appauvrit au cours du temps. L'échelle du temps, elle est là, ici en bas. Donc là, il a 5 ans et demi. Et puis, à 7 ans, vous voyez que son dessin est devenu complètement rudimentaire. Et cette phase donc, de régression avec des troubles du comportement et de la communication qui sont à l'avant-plan est contemporain de pointons de continu du sommeil. Différents traitements sont essayés, carbamazépine, Sultiam, on reviendra sur les traitements ultérieurement. Vous voyez que rien ne l'aide et que cet enfant continue à se dégrader. On essaie l'éthosuximide et finalement, après des années d'évolution, puisque là, il a 8 ans et demi alors que l'épilepsie a commencé à l'âge de 4 ans et demi. Donc, 4 ans plus tard, on lui donne des corticoïdes qui permettent de nettoyer le EEG, disparition des POX. Et vous voyez que le dessin se récupère, ainsi que le comportement qui se normalise. Mais sur le plan cognitif, c'est un enfant qui, même s'il progresse suite à la disparition des POX, il va garder des troubles cognitifs au long cours et il y aura des séquelles cognitives à plus long terme, même si les corticoïdes ont permis une belle amélioration des symptômes. Alors, au contraire, donc, dans l'ICES, c'est les anomalies, donc Electrical Status Epilepticus During Sleep, ce sont les anomalies EEG qui sont à l'avant-plan avec ces critères très stricts de Tassinari de 85% des anomalies. Alors, le regroupement de ces différents syndromes en un seul syndrome est justifié par des caractéristiques communes. La première caractéristique commune, et c'est la plus importante, c'est la survenue d'un déficit cognitif ou comportemental qui est acquis.
C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une histoire de développement avec des enfants qui font des progrès constamment, ce sont des enfants qui, dans leur histoire, ont d'abord un arrêt, donc il y a un plateau, et puis survenu des déficits cognitifs, donc une régression. Elle est peut-être globale avec des tableaux de démence ou sélectifs concernés le langage versant expressif ou réceptif, ou encore les apprentissages, ou encore des aspects plus moteurs, ou des aspects plus sensitifs comme une négligence, ou encore des aspects visuels. Donc vous voyez que la présentation clinique est très variable. Donc, mais ce déficit cognitif ou comportemental acquis est un critère qui est obligatoire pour poser le diagnostic. Deuxième critère, c'est que ça survient dans l'enfance, avec une fourchette comprise entre 2 et 10 ans, une moyenne autour de 6 ans. Troisième critère, c'est le critère EEG. Alors, ces enfants, pendant la veille, ont déjà des anomalies. C'est exceptionnel que l'EEG de veille soit normal. Les anomalies sont de type pointonde focale, qui peuvent parfois diffuser à l'ensemble du scalp en bouffée et donner des aspects EEG d'absence atypique. Et alors, il y a l'enrichissement considérable des pointondes, ainsi que leur diffusion au cours du sommeil non REM, donc les stades de sommeil lent. Mais dès le stade, en fait, dès l'endormissement, on voit l'enrichissement des anomalies à l'EEG. Et cette généralisation, en tout cas, cette diffusion, elle peut concerner un hémisphère ou l'ensemble du scalp. Alors, sur le plan EEG, il y a un critère important, c'est qu'il n'y a pas les rythmes rapides qui sont typiques du syndrome de Lennox-Gastaut. Et ça, c'est un point important parce que sur le plan du syndrome épileptique, ça peut poser problème de diagnostic différentiel entre le syndrome de Lennox-Gastaut et le syndrome des POX. Donc, l'absence de rythme rapide est un élément très important en faveur des POX. Et enfin, les crises qui sont donc pas toujours présentes, mais qui sont présentes chez la plupart des patients, et elles sont de sémiologie variable. Ça peut être des crises focales, des crises tonico-cloniques généralisées, des absences qui seront des absences atypiques selon des critères EEG, des myoclonies négatives, donc sémiologie variable, mais ce qui est important, et encore une fois, permet de différencier ce syndrome du syndrome de Lennox-Gastaut, c'est qu'il n'y a pas de crise tonique dans le syndrome de POX. Les crises toniques doivent faire évoquer un syndrome de Lennox-Gastaut. Alors, je vous montre des exemples de crises chez ces patients qui peuvent au départ se présenter comme une épilepsie à pointe rolandique avec des anomalies intercritiques qui peuvent faire penser à ça, à savoir des pointes focales, comme chez cet enfant de 4 ans qui a des pointes, vous voyez, dans les régions rolandiques plus marquées à droite et irradiant à gauche. Donc ça, c'est le G intercritique. Mais ce qui est particulier chez cet enfant, c'est qu'il présente des crises qui sont pas habituelles, des crises très occasionnelles de l'épilepsie à pointe rolandique. Les épilepsies à pointe rolandique classiques, ce sont des enfants qui font relativement peu de crises, qui sont plutôt des crises focales liées au sommeil avec cette dysarthrie, cette atteinte d'un membre supérieur unilatérale telle que vous connaissez bien. Alors ici, ces crises sont très différentes, elles surviennent pendant la veille et elles sont surtout très fréquentes, elles sont pluriquotidiennes. Donc vous voyez une absence atypique à l'EEG, vous voyez donc cette bouffée de pointonde qui est à une fréquence un petit peu lente et qui n'est donc pas une bouffée de pointonde comme on en voit dans les absences typiques. Et vous allez voir ce que fait cliniquement cet enfant au moment de cette absence. Hop, vous voyez, il y a une perte de l'équilibre vers l'arrière et des petites secousses dans les bras, donc une composante myoclonique. Et alors, un autre type de crise qui est très caractéristique, ce sont les myoclonies négatives. Alors, les myoclonies négatives, il faut les rechercher à l'EEG chez ces patients. Et vous voyez sur cette EEG que quand on demande aux patients de tendre les bras, je vais vous montrer ça sur la vidéo dans un moment,
il y a une activité tonique sur les muscles enregistrés. Dans ce cas-ci, on met les électrodes sur les deltoïdes. Et à certains moments, vous avez la myoclonie négative qui se manifeste à l'EMG par un silence EMG. Vous voyez une perte du tonus dans le muscle. Et ces pertes du tonus dans le muscle sont contemporaines des décharges à l'EEG. Mais les décharges à l'EEG, ce sont des décharges qui se différencient en rien des décharges intercritiques. Ce sont des décharges sur les régions temporales qui sont associées à cette perte de tonus musculaire. Donc, ce sont les myoclonies négatives. Oh là, j'ai passé un peu vite. Pas devant, pas devant, pas devant. Voilà. Alors, on demande au patient, à cet enfant, de tendre les bras. Tendu les deux, chouchou, les deux. Voilà. Encore. Et voilà, ouais. Tiens, les deux. Encore, tiens. Vous voyez ce phénomène de myoclonie négative, il faut vraiment les rechercher activement. Ce n'est pas forcément évident, mais et les parents, ils ne se rendent pas compte en fait que leur enfant fait des myoclonies négatives. Ils disent « mon enfant est devenu maladroit, il laisse tomber les choses, il ne sait plus bien écrire », mais en fait c'est lié à ces petites crises qui sont les myoclonies négatives, très important à rechercher chez ces patients. Alors, le nom d'encéphalopathie épileptique avec POX n'est sans doute pas parfait parce que, en fait, POX ou ICES, c'est la même chose. Ça sous-entend que les pointes-ondes sont continues pendant le sommeil. Or, on sait très bien qu'il y a eu de nombreuses observations de cas de Landau-Kleffner qui n'avaient pas ce pattern de POX à l'EEG. Ils avaient des EEG anormaux avec un enrichissement de leurs anomalies pendant le sommeil, mais sans que ça n'atteigne un seuil de points-ondes de 85%. Donc, tout le monde est à présent d'accord pour dire que le seuil de 85% de points-ondes en stade non-REM qui avait été défini et proposé par l'école de Tassinari ne doit pas être atteint pour poser le diagnostic. Il faut donc un certain enrichissement du tracé pendant le sommeil et bon, on considère que 50%, c'est sans doute un critère minimum pour poser le diagnostic. Mais donc, les points importants, les plus importants, c'est ce déficit acquis, donc ça c'est le point clinique qui conduit à cette régression, et l'activation des décharges épileptiformes intercritiques pendant le sommeil avec une diffusion, mais pas forcément à l'ensemble du scalp. Alors, l'histoire qui précède la survenue du déficit cognitif acquis est très variable d'un patient à l'autre. Alors, dans les cas simples, il n'y a aucune histoire. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont jamais fait de crise et dont le développement était normal avant qu'ils présentent leur crise et leur déficit cognitif acquis. Mais le plus souvent, les choses ne sont pas comme ça. Le plus souvent, et c'est ça qui rend le diagnostic parfois complexe, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement non spécifique depuis le début, retard de langage, trouble des apprentissages. Donc, sur une histoire de trouble du neurodéveloppement, vient se greffer, si vous voulez, une régression. Et c'est pour ça que c'est très important de bien reconstituer l'histoire développementale de ces patients. Et ce n'est pas parce que les parents vous disent qu'il y avait déjà un petit retard avant que vous devez exclure le diagnostic de POX. C'est très, très fréquent que le déficit acquis vienne se greffer sur un retard préexistant. Alors, certains patients, ce sont les POX lésionnels dont j'ai déjà parlé, ont une lésion cérébrale fixée, connue depuis la petite enfance, éventuellement même découverte en anténatale. Le plus souvent, on découvre ces lésions fixées suite à l'apparition d'un tableau de paralysie cérébrale qui peut être une petite hémiparésie. Alors, on leur fait une IRM, on tombe sur une porencéphalie ou sur une polymicrogyrie. Donc, ce sont des lésions fixées. Et alors, certains patients ont une histoire de
de lésions dans le thalamus qui sont révélées suite à un épisode périnatal aigu, qui sont souvent des crises d'épilepsie en période néonatale qui révèlent une lésion de type vasculaire qui peut être ischémique ou hémorragique dans le thalamus. Et on sait maintenant qu'il y a un lien très fort entre ces histoires néonatales avec atteinte du thalamus et le développement par la suite d'une épilepsie avec POX. Ce sont des patients qui sont à risque majeur et qui doivent être suivis de ce point de vue-là en raison de ce facteur de risque très particulier. Alors, certains patients peuvent avoir une épilepsie non spécifique, donc avoir fait des crises, mais sans qu'il y ait la régression dès le début, et puis la régression survient secondairement. Et enfin, une situation très particulière, ce sont les enfants qui étaient diagnostiqués épilepsie à pointe centrotemporale, avec des diagnostics qui étaient corrects, avec des histoires qui collaient bien avec une EPCT, donc une épilepsie à pointe centrotemporale, et qui secondairement évolue vers des POX. Donc en fait, l'évolution EPCT vers POX, elle peut se faire de cette manière-là. Donc ça peut être une épilepsie à pointe centrotemporale toute banale qui évolue vers la guérison spontanément. Ça peut être une épilepsie à pointe temporale avec des troubles cognitifs relativement peu sévères qui va évoluer vers la guérison aussi avec le temps. Et puis, ces déficits cognitifs peuvent s'aggraver, devenir de plus en plus importants. Ça devient donc un trouble acquis avec des POX. Et là, on sait que ces EPCT qui évoluent vers des POX vont, avec le temps, évoluer aussi vers la guérison, en tout cas la guérison de leur épilepsie, mais éventuellement avec des séquelles cognitives s'ils ne sont pas pris en charge en phase aiguë de leur maladie. Alors, donc, pour revenir aux étiologies de ce syndrome HIPOX, c'est un syndrome épileptique dont les origines sont variables. Il y a des origines structurelles, environ 20% de ces patients ont des lésions à l'IRM. Ça peut être d'origine génétique, c'est environ 15%. Les origines infectieuses, ce sont pour la plupart des infections associées à des lésions. Par exemple, on sait que le cytomégalovirus peut, quand il est contracté en anténatal, laisser des lésions de polymicrogyrie. Donc, l'origine peut être infectieuse via des infections materno-fétales et la formation de lésions cérébrales, notamment de type polymicrogyrique. Alors, les origines métaboliques ne sont pas rapportées dans le cadre des syndromes HIPOX, donc il n'est pas nécessaire de faire un bilan métabolique chez ces patients. Les origines immunes sont tout à fait exceptionnelles et on n'a pas l'habitude de faire des bilans d'anticorps antineuronaux, des choses comme ça chez ces patients dans le cadre d'un bilan habituel. Et enfin, la cause inconnue, ça reste les 2/3 des patients. Donc, 2/3 des patients ont des POX d'origine inconnue et ce seront surtout les structurels qu'on recherchera en faisant une IRM et éventuellement un bilan génétique également. Donc, ces étiologies structurelles, ça peut être donc les cas symptomatiques, ces cas lésionnels, ça peut être des malformations, notamment la polymicrogyrie, origine environnementale génétique ou inconnue le plus souvent, des lésions ischémiques anténatales avec des kystes porencéphaliques et des lésions, donc je reviens sur ce que je vous ai déjà dit précédemment, ces lésions vasculaires thalamiques périnatales qui sont le plus souvent de cause inconnue. On pense que ce sont liés à des infarctus veineux pour les lésions hémorragiques. Et le mécanisme physiopathologique, c'est une perturbation de la boucle thalamo-corticale qui est à l'origine des POX. Donc retenez cette association entre lésions thalamiques
vasculaire périnatale et le développement vers l'âge de 4, 5, 6 ans d'une épilepsie avec POX. Et je vous illustre un exemple de cette étiologie lésionnelle. C'est un enfant de 4 ans qui a eu à l'âge de 5 mois une hémorragie thalamique. Et vous voyez que l'hémorragie thalamique a laissé une atrophie du thalamus. Vous voyez sur cette coupe coronale que le thalamus du côté droit est atrophique par rapport au thalamus à gauche. Vous le retrouvez aussi en axial, l'atrophie du thalamus. Et puis, apparition secondairement de troubles du comportement, une grande agitation, des troubles de l'attention et de la concentration, un profil dissocié sur le plan de l'échelle verbale et de l'échelle performance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'EEG. Donc, vous voyez que la lésion, elle est à droite à l'IRM, et à l'EEG, vous avez une diffusion pendant le sommeil des anomalies. Donc, on retrouve les anomalies qui prédominent en amplitude sur l'hémisphère droit du cerveau, mais vous voyez que l'hémisphère gauche est également atteint, et cet enfant a des POX donc, qui sont diffus, avec donc une diffusion des anomalies à l'ensemble du cerveau. Alors, les étiologies génétiques. Les POX ont été décrits chez des patients qui sont porteurs de délétions chromosomiques ou qui sont porteurs d'un syndrome de Rett avec mutation du gène MECP2, qui est le gène à l'origine du syndrome de Rett. Mais ces patients ont une déficience intellectuelle qui est profonde et qui est développementale. Donc, du coup, les tableaux de régression sont très difficiles à objectiver chez eux parce qu'ils ont, si vous voulez, une pathologie de base avec une déficience qui est déjà très profonde. Microcéphalie et dysmorphisme compléteront les suspicions cliniques de ces anomalies larges ou mutations du syndrome de Rett. Par contre, il y a un gène qui est important à connaître. Je ne sais pas si vous avez l'occasion en Afrique de faire ces recherches de mutations ponctuelles. Donc, il y a un gène qui a émergé les dernières années qui s'appelle GRIN2A. C'est un gène qui code pour une sous-unité du récepteur glutamétergique de type NMDA. Et c'est un gène important parce que environ 15% des patients avec POX et IRM normal sont porteurs d'une mutation de ce gène. Souvent, il y a un retard de langage expressif qui préexiste à la régression. Donc, il y a souvent des histoires, mais pas toujours, de langagiers qui prédominent. Mais donc, c'est devenu un des gènes majeurs de POX avec IRM normal, le gène GRIN2A. Et les patients sont hétérozygotes pour ce gène. Certains l'ont hérité de l'un des deux parents, et donc il s'agit d'une transmission dominante à expressivité variable, et pour d'autres patients, c'est des mutations survenues de novo. Alors, quels sont les facteurs de mauvais pronostic cognitif? Parce que finalement, dans ces POX, c'est ça qui nous intéresse, c'est le pronostic cognitif. Alors, il faut tenir compte de deux choses. C'est d'une part l'étiologie sous-jacente, comme toujours. Quand il y a une lésion sous-jacente ou quand il y a une mutation génétique ou identifiée, ce sera en soi un facteur de mauvais pronostic. Mais rappelons-nous que les POX sont d'étiologie inconnue dans environ 2/3 des cas. Et il y a un autre facteur qui est le facteur épileptique, à savoir que plusieurs auteurs ont montré qu'une longue durée des POX était un facteur péjoratif sur le plan du pronostic cognitif. Plus cette durée est longue, plus ces patients risquent d'être déficitaires au long cours. Donc, l'hypox est une réelle encéphalopathie épileptique, c'est-à-dire que l'épilepsie, en tant que telle, l'épox, contribue
au pronostic cognitif de ces patients et qu'il est donc important de poser rapidement le diagnostic pour mettre en route le traitement adapté sans perdre de temps et éviter que la phase d'époque ne soit trop longue et ainsi favoriser le pronostic cognitif à long terme des patients. Alors, l'impact de l'épilepsie sur le fonctionnement cérébral de repos a été démontré par des études que j'ai pu faire lorsque je travaillais à Bruxelles. Ce sont des études qui ont été faites en collaboration dans mon laboratoire de l'époque avec le docteur de Tiège. Et en fait, on a étudié ces patients au PET scan. C'était dans le cadre de la recherche, c'était pour comprendre la physiopathologie de ces régressions cognitives. Alors, ces patients étaient étudiés au PET scan au repos et à l'état de veille, et on a eu la surprise dans la phase aiguë de la maladie, donc au moment de leur régression, de trouver des hypermétabolismes chez un grand nombre d'entre eux. Donc un hypermétabolisme, une consommation anormalement élevée du glucose dans une région cérébrale, c'est tout à fait anormal. Et en épilepsie, ça se voit quand l'activité épileptique est très intense. Donc, on a eu la surprise de voir des hypermétabolismes dans certaines régions cérébrales et des hypométabolismes dans d'autres régions. C'était vraiment un pattern très caractéristique. Et une fois qu'on traitait ces patients, notamment avec des corticoïdes, on a eu la surprise de voir une normalisation complète de la consommation régionale du glucose, donc une normalisation complète du PET scan. Alors, je vous illustre un de ces patients qu'on avait exploré au PET scan. C'était un enfant de 5 ans avec une détérioration cognitive, des absences atypiques. Je vous remontre l'absence atypique, donc le type de crise qu'il faisait, ainsi que la vidéo. Vous voyez, vous allez voir qu'elle est assez proche de l'autre absence que je vous ai montré, savoir que là, il y a des, vous voyez, il y a des petites myoclonies ici qui intéressent la face et les paupières chez cet enfant au moment de son absence. Mais en intercritique, vous voyez que c'est un tracé bien structuré avec des pointes multifocales. Et lors du sommeil, l'enrichissement du tracé en activité épileptique et surtout la diffusion de ces anomalies à l'ensemble du cerveau. Alors, voici, donc la détérioration touchait surtout les structures frontales, les régions frontales avec un comportement de type désinhibition, agitation, trouble de l'attention, persévération. Et voici son PET scan. Alors, le PET scan vous montre les régions relativement hypermétaboliques et relativement hypométaboliques. Mais donc, ce que vous voyez, c'est que les régions hypermétaboliques correspondent bien aux localisations des foyers d'épilepsie, plus marquées à gauche qu'à droite. Vous voyez, donc en fait, dans les régions centrotemporales, il y avait cet hypermétabolisme et dans les régions frontales, un hypométabolisme. Donc on a été très intrigué par ces anomalies complexes qu'on ne voit que dans ce type d'épilepsie, et surtout par le fait que sous corticoïdes, cet enfant avait complètement récupéré de ses troubles cognitifs et également normalisation du PET scan. Alors, ce type de pattern au PET scan, on a pu également le mettre en évidence chez les patients lésionnels. Ici, c'est un patient qui a une polymicrogyrie périssylvienne, que vous voyez, ces anomalies de gyration intéressant les régions périssylviennes, et un tableau associé de paralysie cérébrale avec un syndrome, une paralysie pseudobulbaire. Il avait également une petite atteinte des membres du côté gauche, et puis il régresse avec des absences atypiques. On l'enregistre à l'EEG, on tombe sur un pattern de POX, et on lui a fait aussi un PET scan, et vous voyez que dans la phase aiguë des POX, il y avait un hypermétabolisme des régions polymicrogyriques, des régions centrotemporales des deux côtés, et on a fait cette fusion entre IRM et PET pour vous montrer que c'était bien
le cortex polymicrogyrique qui était hypermétabolique, et on retrouvait également l'hypométabolisme des régions frontales. Et vous voyez le contrôle du PET scan, donc de la consommation régionale de glucose après corticoïdes, vous voyez une disparition complète de ces hypermétabolismes et également une disparition de l'hypométabolisme préfrontal, donc une normalisation quasiment complète du profil métabolique chez ce patient. Alors, on a pu montrer que en fait, ces régions hypométaboliques, surtout préfrontales, mais pas que, on a retrouvé également des régions, d'autres régions qui étaient hypométaboliques, en particulier le précuneus. Elles appartiennent à ce réseau qu'on appelle le mode par défaut, qui est un réseau important sur le plan cognitif, qui est un réseau en fait qui est actif au repos et que le patient doit désengager lorsqu'il se rentre dans une tâche cognitive. Donc c'est assez intéressant de voir que ce mode par défaut, il est déjà désactivé au repos chez ces patients avec des POX et ça rend bien compte des troubles cognitifs qu'ils présentent. Et on retrouvait aussi donc, les hypermétabolismes à l'échelon du groupe chez ces patients. Alors, on a pu également, en combinant la magnétoencéphalographie qui permet la localisation des foyers d'épilepsie et le PET scan, démontrer que les foyers hypermétaboliques chez 6 patients différents appartenaient au réseau épileptique. Donc, on a pu reconstituer en magnétoencéphalographie le réseau épileptique de ces différents patients et démontrer que les régions hypermétaboliques en faisaient partie, alors que les régions hypométaboliques n'en faisaient pas partie. Et voilà un exemple d'un patient avec un syndrome de Landau-Kleffner, donc une agnosie auditive, l'EEG montrant les pointons continus du sommeil, le PET scan montrant l'association d'hypermétabolisme sur les 2 régions temporales et d'hypométabolisme des régions frontomésiales et préfrontales. Et la magnétoencéphalographie a pu très bien montrer que en fait, les sources épileptiques se projetaient au niveau de ces régions hypermétaboliques et donc qu'elles faisaient bien partie du réseau épileptique. Et l'évolution après une cure d'hydrocortisone a été, dans ce cas-ci, vers une normalisation de l'EEG, normalisation du PET scan et également récupération de l'aphasie. Donc tout ça pour c'est des considérations plus physiopathologiques, mais qui vous montrent bien que ces pointons de continu pendant le sommeil ont un impact également sur le fonctionnement cérébral de veille, puisque ces études en PET scan ont bien été faites pendant que ces patients étaient complètement éveillés. Donc il y a l'impact des anomalies épileptiques pendant le sommeil sur le fonctionnement cérébral de veille et qui explique pourquoi ces patients ont une régression de certaines capacités cognitives comme le langage ou d'autres fonctions exécutives alors qu'ils sont complètement éveillés. Alors, le bilan chez un enfant suspect d'une encéphalopathie avec hypox. Le premier point, c'est reconstituer la trajectoire neurodéveloppementale. Donc, importance d'une bonne anamnèse pour différencier le trouble neurodéveloppemental d'un déficit cognitif acquis, sachant que dans certaines situations, comme je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, c'est important, parfois les deux se combinent et il est important de bien faire la part des choses. Donc, cette part d'anamnèse, de reconstitution de toute l'histoire, c'est celle qui est la plus importante. Ça prend du temps parce qu'il faut vraiment retourner avec les parents pour reconstituer les choses et pour démontrer ou éventuellement infirmer. Dans certains cas, on infirme la présence de ce trouble acquis et donc on ne pose pas le diagnostic d'encéphalopathie épileptique avec hypox. Donc j'insiste sur le fait que votre diagnostic, ce n'est pas uniquement l'EEG.
le syndrome d'hypox, c'est un syndrome électroclinique. Il y a une partie clinique et c'est l'anamnèse qui permet de documenter le déficit acquis. Et puis, il y a le EEG de sommeil. Alors, le EEG de sommeil, je vais vous montrer une manière de grader les anomalies à l'EEG plutôt que de compter les pointes, parce que compter les pointes et dire il y a 85% de pointes pendant le sommeil, ou il y a 50%, ou il y a 60%, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, ça prend du temps, tout le monde n'est pas d'accord sur la méthodologie employée pour faire ce comptage de pointes. Donc dans mon équipe avec Alec Eby, on a développé une méthode très très simple d'analyse des EEG qui se base davantage sur la diffusion des anomalies en un certain nombre de grades plutôt que sur un comptage de pointes. Mais donc, le bilan d'un enfant avec POX, c'est l'anamnèse, c'est le EEG de sommeil, ensuite l'IRM, puisqu'on sait que 20% ont des lésions, et éventuellement bilan génétique si l'IRM est normal, en allant sur IGRIN2A. Mais bon, ce bilan génétique, si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas très grave. Hein. De toute façon, ça ne va pas changer la prise en charge. Mais, donc, vous voyez qu'en fait, vous vous en sortez très, très bien avec une bonne clinique, avec une bonne anamnèse, avec un EEG de sommeil, qui peut d'ailleurs être un EEG de sieste. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une nuit complète de sommeil. Et une sieste permet déjà de poser le diagnostic. Et puis une IRM que vous ferez d'autant plus volontiers qu'il y a une histoire qui préexiste ou que le patient a un petit déficit moteur préexistant. Alors, je vous ai montré des exemples de PET scan, donc la tête, tomographie par émission de positron. Ça n'a pas la place dans un bilan clinique habituel. Ça a la place dans de la recherche, comme je vous ai montré, pour essayer de comprendre l'impact de ces POX sur le fonctionnement cérébral, mais ça ne doit pas être fait en routine. Et moi, en G, je ne le fais pas du tout en routine. Donc, vous voyez qu'en fait, le bilan d'un de ces enfants peut très bien être fait complètement chez vous, sans grosse technologie. Ça pose normalement pas trop de problèmes. Alors, je vais vous montrer ce système de gradation. Alors, ce système de gradation est basé sur la diffusion. Alors, le grade 1, c'est un foyer unique avec une diffusion minime. Donc, ici, c'est un enfant, on pourrait dire, il a beaucoup de pointes. Effectivement, je vous montre 20 secondes de sommeil. Et vous pouvez dire, il a beaucoup de pointes. Hein. Il en a au moins une vingtaine sur ces 20 secondes. Mais elles ne diffusent pas. Elles sont très localisées dans cette région. Et vous voyez que les autres régions, elles sont bien. Et en général, ces patients qui sont en grade 1, ils n'ont pas de régression. Et donc, le grade 1, ce n'est pas des vrais POX. Hein. Quand on voit des patients qui ont beaucoup de pointes, mais qui sont très focales, c'est exceptionnel qu'il y ait un déficit acquis associé. Donc, généralement, c'est un stade qui est intéressant parce que certains patients, quand ils sont traités et qui répondent bien au traitement, ils passent d'un stade de diffusion à un stade de très peu de diffusion. Ils passent par exemple d'un stade 3 ou 4 vers un stade 1 et vous êtes très content de l'effet du traitement. Alors, je vous montre le grade 2. Ça, même chose. Ce sont des patients qui ont, ici, il y a deux foyers. Il y a un foyer ici, hein, vous voyez un foyer gauche, et vous voyez un autre petit foyer droit indépendant. Donc, il y a deux foyers, un à droite et un à gauche, mais vous voyez que ces pointes, elles sont de très faible amplitude, elles ne diffusent pas. Donc là, ce n'est pas des patients, quand vous avez des EEG de ce type-là, c'est éventuellement des patients qui ont été traités et qui ont bien répondu au traitement et dont on voit des anomalies résiduelles à l'EEG, mais ça, ce n'est pas du tout des EEG inquiétants. Même s'il y a beaucoup de petites pointes, ce n'est pas du tout un tracé quand vous êtes dans un grade 1 ou 2 qui va nous faire dire il faut y aller, il faut traiter les patients éventuellement avec des corticos. Pas du tout. Quand vous êtes dans des grades 1 ou 2 de très peu de diffusion, vous êtes très rassurant
et vous vous dites qu'il n'y aura probablement aucun impact de ces pointes sur la cognition de ces patients. Alors, au contraire, les grades 3 et 4, eux, ce sont des grades qu'on peut voir associés à un déficit cognitif. Le grade 3, c'est une diffusion à un hémisphère. On voit parfois des patients, vous voyez, une diffusion des pointes à tout un hémisphère gauche, ici. Et là, ça peut être associé à des déficits cognitifs acquis. Donc, il y a des hémipox, si vous voulez, qui sont bien documentés. Et le stade 4, c'est quand les foyers sont uniques ou multiples, mais quand il y a au moins une diffusion d'un des foyers à l'ensemble du cerveau. Et vous voyez que là, il y a une diffusion à l'ensemble du cerveau. Et donc là, par contre, dans ce grade 4, vous allez vous dire, quand il y a une belle diffusion comme ça, que ça peut être associé à des déficits cognitifs acquis. Et donc, moi, je suis beaucoup plus intéressé, en regardant les jeux de sommeil, à regarder la diffusion de mes foyers intercritiques plutôt qu'à compter les pointes. Alors, les traitements, on va à présent finir cet exposé par les traitements médicamenteux. Donc, il n'y a pas eu d'étude qui a été bien faite, c'est-à-dire les études de classe 1, 2 ou 3. Il n'y a eu aucune étude randomisée contrôlée dans les POX. C'est uniquement des études, des petites séries, des opinions d'experts, des traitements non contrôlés, pas contre placebo. Donc, il faut quand même relativiser les traitements par le fait qu'on est limité par des données qui restent relativement faibles sur le plan statistique et que ce ne sont pas des belles études contrôlées contre placebo qui ont été faites. Alors, vous avez 5 molécules qui sont potentiellement efficaces. Les corticoïdes, les benzodiazépines, en particulier le clobazam, l'éthosuximide, le lévétiracétam et une molécule, donc ça c'est le Keppra, et une molécule qui s'appelle Sultiam, qui est c'est un vieil antiépileptique qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est surtout disponible en Suisse ou en Allemagne. C'est les Allemands qui ont développé cette molécule. Et donc, en France, on peut l'avoir sous forme d'une ATU, donc autorisation transitoire d'utilisation. Donc, le Sultiam est sans doute une molécule très intéressante, mais que vous allez avoir beaucoup de mal à vous procurer en Afrique. Par contre, les corticoïdes sont largement disponibles, les benzodiazépines aussi. L'éthosuximide, c'est le zarontin, là, il y a normalement, je pense, on pourra en rediscuter, mais à mon avis, pas trop de problèmes. Et puis, une molécule qui est très intéressante, c'est donc le Keppra. Alors, donc, du coup, comment vous allez choisir entre ces 5 molécules? Là, comme toujours en médecine, on met dans la balance le risque et le bénéfice. Donc, il est clair que parmi ces 5 molécules, ceux qui ont le plus d'effets indésirables, c'est d'abord les corticos avec la rétention de poids, le risque d'hypertension artérielle, les répercussions sur la croissance, etc., les effets cushingoïdes que vous connaissez bien pour l'utilisation des corticoïdes à long terme. Donc, c'est clair que les corticoïdes c'est le médicament le plus toxique des 5. Et en 2, les benzos, c'est aussi le médicament qui aura le plus d'effets indésirables sur le plan éventuellement d'un ralentissement, etc. Donc, il faut toujours être sûr du diagnostic et éventuellement, si le tableau n'est pas trop sévère, vous pouvez commencer par une molécule dont on sait que le profil de tolérance est excellent et qui n'a pas d'effet indésirable et qui est largement disponible maintenant. Donc, le lévétiracétam, le Keppra, est un très très bon choix pour commencer un traitement d'hypox. Le zarontin est également une possibilité, surtout si le patient fait des absences atypiques telles que je vous l'ai montré. Donc ça, c'est les molécules qui sont potentiellement efficaces. Il est important de les connaître, mais il est aussi important de connaître
celles qui sont à éviter. Et j'insiste à la limite autant sur les molécules potentiellement efficaces que sur les molécules à éviter parce qu'elles sont potentiellement aggravantes. Et là, il y en a 3, c'est la carbamazépine, donc le Tegretol, vous devez absolument éviter, le phénobarbital et la diphantoïne. Et d'ailleurs, certains patients ont une épilepsie qui évolue vers des POC simplement parce qu'on les a mis sous un traitement inadapté. Donc, si vous avez un patient qui est diagnostiqué POX et qu'il est sous Tegretol, par exemple, ou sous phénobarbital, eh bien, dans certains cas, il suffit de retirer le médicament aggravant pour guérir le patient, en tout cas de le sortir de sa régression cognitive et d'améliorer le EEG. Donc, dans certains cas, le traitement des POX, ce n'est pas donner un médicament, c'est plutôt enlever un médicament inadapté. Et là, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que le phénobarbital reste, je pense, le médicament qui est le plus prescrit en épilepsie dans certains pays d'Afrique. Donc, c'est un médicament qui rend beaucoup de services, mais qui est inadapté dans le cas des POX. Il faut d'abord retirer ces médicaments. Alors, il y a eu une méta-analyse publiée dans Epilepsia il y a quelques années qui a comparé ces différentes molécules. Donc, les antiépileptiques conventionnels hors benzo, c'est-à-dire essentiellement le lévétiracétam, le sultiam et l'éthosuximide, ça améliore le patient, en tout cas à peu près 50%, la moitié des patients y répondent. Donc les répondeurs, c'est la moitié des cas. Les benzodiazépines sont plus efficaces. Dans cette méta-analyse, on était à 68%. Et il est clair que les corticoïdes sont les plus efficaces. Là, on était à plus de 80% de répondeurs. Alors, je dirais un petit mot pour la chirurgie. Ça, c'est des circonstances extrêmement particulières où on peut proposer une chirurgie de l'épilepsie. C'est des cas très rares. Et donc, vous voyez que, en fait, les médicaments les plus efficaces sont les corticoïdes, mais ce sont aussi ceux qui ont le plus d'effets indésirables. Donc là, ça va dépendre du tableau clinique de votre patient. Si il n'est pas trop sévère, vous allez d'abord essayer, par exemple, du Keppra, et puis des benzos, et puis des corticoïdes en dernier lieu. Si par contre le tableau est très très sévère et que la régression est très brutale, vous irez plus vite aux corticoïdes pour vous adapter au tableau clinique des patients. Alors ça, c'est une série qu'on avait repris avec une assistante qui travaille dans mon service, Marga Bouzatou. Elle avait repris 44 patients bon, en fait, 44 patients traités par corticoïdes. Donc la réponse initiale, donc il y avait effectivement un grand nombre de patients qui étaient répondeurs initialement, 34 sur les 44, avec même une normalisation complète de l'EEG dans la moitié des cas. Mais souvent, l'EEG n'est pas complètement normalisé, mais ce que vous avez à l'EEG, c'est par exemple un patient qui était en grade 4, qui passe en grade 2 ou en grade 1. Donc, il a toujours des pointes, mais qui ont nettement diminué en diffusion. Mais, donc, il y en avait 10 qui n'avaient pas répondu, mais le souci des corticoïdes, c'est la rechute. La rechute était présente chez 14 de nos 34 patients. Donc, il y a quand même beaucoup de patients qui rechutent, soit pendant la corticothérapie, soit en fin de corticothérapie. Donc, finalement, les répondeurs, au long cours, après une cure unique et prolongée de corticoïdes, c'était un peu moins de 50%. Donc, la rechute sous corticoïdes, c'est un problème majeur, raison pour laquelle notre schéma de corticoïdes, c'est celui-là, c'est un schéma qui est assez long. On commence à une dose importante de 5 mg kg jour pendant 1 mois, puis on diminue à 4, puis à 3, et puis vous voyez qu'entre le 3e mois et le 12e mois, on garde un plateau à 2 mg kg jour. Donc ça, c'est pendant 1 an, le patient aura des doses de corticoïdes qui ne sont pas négligeables et surtout pendant les 3 premiers mois.
Donc, ce sont des mois, les 3 premiers mois, il faut bien gérer ça avec une diététicienne pour bien faire, pour éviter qu'ils prennent trop de poids, contrôler l'hypertension artérielle qui peut survenir. Donc, c'est une période un peu difficile et il faut prévenir aussi les parents qu'ils auront un aspect cochinioïde qui peut faire peur aux parents, mais donc il faut les prévenir à l'avance que ça va être réversible à l'arrêt du traitement. Et vous voyez ensuite qu'il y a une phase de sevrage qui est très très lente pour éviter l'insuffisance surrénalienne rebound chez ces patients. Alors, un petit mot sur l'hémisphérotomie. Donc, ça, c'est une intervention chirurgicale qui peut être très efficace, mais chez des patients qui ont déjà une lésion. Donc, c'est uniquement dans le groupe lésionnel, quand vous avez un gros kyste porencéphalique, et c'était le cas d'une lésion destructive importante chez ce patient qui avait une hémiplégie donc congénitale, et puis développement de crise réfractaire et d'un déclin cognitif. Et donc, vous voyez que la lésion, elle était droite, les anomalies, elles prédominent à droite avec ces ondes lentes, mais il y avait également une diffusion vers l'hémisphère gauche de ces anomalies pendant le sommeil. Et on sait qu'en faisant une hémisphérotomie du côté lésé, on peut vraiment guérir complètement les patients, éviter cette diffusion secondaire et les améliorer sur le plan cognitif. On peut guérir l'épilepsie. Évidemment, ils garderont leur hémiplégie, mais qui ne sera pas forcément aggravée par la chirurgie. Donc, si vous avez des POC sur une lésion étendue hémisphérique avec un patient qui a déjà de naissance un déficit congénital de type hémiplégie, ce sont des très bons candidats à la chirurgie. Alors, concernant le devenir de l'hypox à l'âge adulte, la plupart seront libres de crise. Cependant, la plupart va également, donc ils vont guérir de leur épilepsie, mais ils vont également garder des séquelles cognitives. Et dans cette série à long terme de patients suivis à l'âge adulte, il y avait plus de 50%, donc c'était environ 60% des patients qui gardaient une déficience intellectuelle à l'âge adulte, et ce d'autant plus qu'ils n'auront pas répondu au traitement, ou que le traitement aurait été introduit trop tard, parce que je vous rappelle donc que la durée de la phase en POX a un impact majeur sur l'outcome cognitif à l'âge adulte. Voilà, je pense que je suis juste à 1 heure de présentation comme j'avais prévu, et je vais à présent laisser la parole aux participants. J'ai pas eu le temps de regarder le chat, Chanaise, mais peut-être que toi, tu as regardé ça de plus près, et donc voilà, je suis tout prêt à répondre à vos questions par rapport à cette présentation. Merci beaucoup, Patrick. Vraiment, c'était excellent. Toujours avec un grand plaisir d'écouter ce sujet. Vraiment, merci beaucoup. Et alors, je peux vous dire qu'il y a des questions. Donc, j'ai essayé. Ok. Alors là, maintenant, je regarde le chat, effectivement, mais peut-être que tu en as sélectionné quelques-unes. Je vois qu'il y a 28 questions, mais peut-être que je vais te laisser la parole par rapport à ça. Alors, j'ai essayé de faire les groupes de questions. Oui, très bien. Très bien. La première question qui se pose, le rôle du potentiel, les potentiels évoqués auditifs et leur intérêt dans le syndrome de Landau-Kleffner. Commençons par cette question. Disons que l'intérêt, c'est pour exclure formellement la surdité. Mais donc, ces potentiels évoqués auditifs, ils sont normaux, et en fait, c'est pour fermer une porte, fermer la porte du déficit auditif acquis, mais ces patients ont une audition telle que, en tout cas sur les composantes cochléaires et du tronc cérébral, vous pouvez avoir des latences tardives qui témoignent de l'atteinte corticale. Donc ça, c'est possible d'avoir des anomalies de potentiel évoquées sur ces latences tardives. Mais bon, le but des potentiels évoqués, c'est de fermer une porte par rapport à un déficit auditif de type périphérique, donc ORL. D'accord. Alors, la deuxième question qui s'est posée fréquemment, c'est les crises toniques par rapport aux crises toniques.
Alors, comment expliquer pourquoi il n'y a pas de crise tonique dans le POX et comment on l'explique sur le plan physiopathologique? Alors moi, je n'en sais rien. Donc, c'est plus une constatation syndromique donc, c'est vrai que c'est un élément important dans le diagnostic différentiel entre le syndrome de Lennox-Gastaut et le syndrome POX. C'est donc cette absence de crise tonique dans les POX, alors que c'est vraiment le type de crise qui est très caractéristique du syndrome de Lennox-Gastaut. Et les rythmes rapides, c'est un peu la même chose parce que, en fait, les rythmes rapides, c'est ce qu'on voit au moment des crises toniques. Et on sait bien que les patients avec un syndrome de Lennox-Gastaut peuvent avoir aussi des rythmes rapides en dehors de leur crise tonique du sommeil. Alors, pourquoi en est-il ainsi? J'avoue que je n'en sais rien. Et je pense que personne n'a la réponse par rapport à cela. Et c'est plus des éléments de constatation dans la caractérisation syndromique de ces patients. Alors, une autre question, quelle est la différence entre atonie et myoclonie négative dans le… Alors, c'est une très bonne question. Donc, dans la myoclonie négative, il y a une phase d'atonie, hein, puisque au moment de la myoclonie négative, c'est une perte de tonus. Mais la myoclonie négative, c'est une perte de tonus qui est très distale et très, très, très focale. Donc, souvent, dans ces myoclonies négatives, l'atonie, elle ne concerne finalement qu'un membre et le patient, il ne perd pas l'équilibre, il ne tombe pas. Néanmoins, je vous ai montré l'exemple d'absence atypique où il y avait une perte de tonus et l'enfant qui était assis, on voyait qu'il perdait le tonus et qu'il partait vers l'arrière. Donc, les patients avec POX peuvent présenter les deux. Ils peuvent présenter des crises qui semblent des crises atoniques avec une perte de tonus et éventuellement une chute, ou bien où ils tombent vers l'arrière quand ils sont en position assise. Et ils peuvent également présenter des pertes de tonus plus distales, qui sont ces myoclonies négatives et qu'on va rechercher en demandant aux patients de tendre les bras au moment de l'EEG. Donc, les deux sont possibles. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le sémiologie. Alors, pour le PCT atypique et l'encéphalopathie à POX, est-ce que c'est une entité à part ou bien est-ce que c'est une phase de transition entre le PCT atypique et… Un continuum. Oui, c'est un continuum. Alors, il y a beaucoup de discussions. Donc, il se fait qu'au niveau de la Ligue internationale contre l'épilepsie, il va y avoir une nouvelle définition des syndromes, hein, puisque en fait, il n'y a plus de classification reconnue par la Ligue pour les syndromes depuis 1989. Hein, donc, on se base toujours sur des très vieilles classifications. Donc, la Ligue va publier probablement cette année ou l'année prochaine une nouvelle proposition de classification. Et une question qui se posait, c'était effectivement de savoir si cette EPR atypique, c'est-à-dire ces enfants qui ont un EEG d'EPR et qui font plein de petites crises avec absence atypique et myoclonie négative, si on doit les mettre sous forme d'un syndrome à part, qu'on appelle EPR atypique, ou bien s'il faut les mettre dans les POX. Alors, la Ligue a tranché, la Ligue a dit qu'il faut les mettre dans les POX. Donc, on va inclure le PR atypique dans les POX. Alors, pour ces syndromes épileptiques, ils sont mis maintenant sur le site de l'ILAE et j'invite les confrères à les consulter actuellement. Ils sont en application actuellement. Alors, une autre question qui nous pose aussi un problème dans notre département, c'est que dans certains cas, dans certains tableaux d'épilepsie, on a des pointes lentes biphasiques qui ressemblent à l'EPCT, mais avec une localisation un peu différente. Elles peuvent être frontales, pariétales, et avec une symétrie un peu différente. Il n'y a pas l'évolution aussi, elle est variable. Ils peuvent se stabiliser comme ils peuvent évoluer par un POX. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme les formes de PCT ou bien, vu que la localisation elle est un peu différente, elle n'est pas surtout au centre temporal, est-ce qu'elles seront considérées comme une entité à part ou bien
quelque chose qui ressemble à l'EPCT, mais dans d'autres régions du cerveau. C'est ça. Il faut plutôt voir quelque chose qui ressemble à l'EPCT, mais dans d'autres régions, des régions plus pariétales ou des régions plus frontales. Et ça, c'est très fréquent d'avoir des enfants qui ont une épilepsie avec des crises focales dont la sémiologie n'est pas très typique. Et puis, on tombe à l'EEG sur des belles pointes qui ressemblent à des belles pointes diphasiques de style EPCT, mais pas dans la région centrotemporale. Donc, mais ces patients n'ont pas de troubles cognitifs. Ils vont très bien par ailleurs. Donc, c'est pour moi une autre forme d'épilepsie focale idiopathique, mais on n'est pas du tout dans les POX. Mais certains peuvent évoluer vers des POX, c'est tout à fait possible aussi. On ne sait jamais le savoir à l'avance, et donc d'où l'importance dans le suivi de ces patients de bien interroger les parents sur l'évolution des apprentissages, sur l'apparition de petits signes moteurs ou cognitifs ou langagiers qui n'étaient pas là avant, etc. Moi, j'insiste très fort sur le fait que le diagnostic doit être électroclinique. Vous ne pouvez pas dissocier l'aspect clinique de l'EEG. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas un électrophysiologiste qui va poser le diagnostic, ce n'est pas non plus un clinicien qui va le poser sans regarder l'EEG. Alors, ça peut être la même personne si le neuropédiatre a des bonnes compétences d'EEG. S'il n'en a pas, il doit travailler de concert avec un électrophysiologiste et discuter de ces patients en équipe. Il est très important de confronter les deux et éventuellement de s'appuyer, si on a la possibilité, sur des bilans neuropsychologiques un petit peu plus poussés qui vont nous montrer des signes plus spécifiques d'atteinte cognitive plus particulières. Donc là, ça dépendra des possibilités locales de pouvoir ou non faire appel à un neuropsychologue ou à un orthophoniste pour caractériser plus finement le trouble cognitif. Donc ça, c'est le mieux, c'est d'avoir l'association des trois personnes, hein, du clinicien, du neuropsychologue et de l'électrophysiologiste. Voilà. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le neuropsychologue sous la main, on peut s'en sortir très bien en reconstituant les histoires de ces patients, en posant des questions à l'école, à l'institutrice qui peut très bien documenter la régression de ces enfants. Donc, mais le couple clinique et EEG est indissociable. Donc là, vraiment, ce n'est jamais un diagnostic qui sera posé sur un des deux aspects sans l'autre. Voilà, vous avez bien répondu à plusieurs questions sur le suivi clinique et électrique. Donc, voilà. Ouais. Donc, le suivi, pour moi, il est avant tout clinique. Et j'insiste sur le fait que beaucoup de patients répondent très, très bien au traitement. Et on le voit que sur le plan clinique, ils vont beaucoup mieux, alors que l'EEG montre encore des pointes pendant le sommeil. Et donc, il ne faut pas forcément vouloir normaliser l'EEG. Ça ne doit pas forcément être l'objectif. Moi, j'ai essayé par cette classification en grade de vous montrer que si on passe d'un grade, les grades 3 ou 4, où vous avez des pointes qui diffusent très fort, à un grade 1 ou 2, où c'est de toutes petites pointes qui diffusent quasiment plus, vous verrez que vos patients, ils vont beaucoup mieux déjà, et vous ne devez pas forcément vous dire « Oh, il y a encore beaucoup de petites pointes, je ne suis pas content, je veux donner autre chose. » Non, non, si vous avez une réponse clinique et une réponse à l'EEG sous forme d'une diminution de grade, vous pouvez vous dire que vous avez bien soigné votre patient et qu'il ne faut pas forcément le normaliser complètement l'EEG. Alors, on arrive aux questions du traitement. Ils sont nombreux. Oui, j'imagine. Et je pense qu'il est obligatoire. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais. Alors, est-ce que le valproate, parce que vous ne l'avez pas cité? Non, je ne l'ai pas cité. Alors, je ne l'ai pas cité à dessein parce que dans mon expérience, le valproate ne marche pas, mais dans tous les textbooks, il est cité. Donc, en fait, le valproate, on dit valproate en première ligne dans beaucoup de textbooks, mais quand on fouille un petit peu, c'est basé sur rien.
Donc, moi, je pense que le valproate est un médicament qui est inefficace dans ce type d'épilepsie. Et enfin, j'ai rarement vu, en tout cas, des patients qui voyaient une amélioration importante et soutenue de leur déficit cognitif avec le valproate. Donc, mais d'un autre côté, ça les aggrave pas, contrairement au Tegretol ou au phénobarbital. Donc, bon, moi, je suis pas, voilà, mais je l'ai pas cité comme étant un médicament qui avait été bien documenté par rapport à des réponses cliniques. D'ailleurs, nous, on l'utilise systématiquement. On a remarqué qu'il n'est pas vraiment très efficace dans ce contrée. Donc, on est obligé toujours d'ajouter. Ben non, c'est ça. Mais bon, je dois te dire que moi aussi, hein, c'est difficile de ne pas l'utiliser parce que c'est quand même le médicament de première ligne. Donc, moi aussi, j'ai mis beaucoup de patients sous des paquines, mais franchement, bon, ce n'est pas un médicament qui est très efficace. Ouais. Alors, d'autres questions sur le traitement. Il y a beaucoup de questions sur la dose de la corticothérapie, la durée, le protocole. Mais là, Ouais. Alors moi, je vous ai donné un protocole à l'hydrocortisone. Il y en a d'autres. Il y a des protocoles avec la prédnisolone où on commence à 2 mg kilo. Bon, disons, pour moi, l'important, c'est de commencer fort et de garder une dose d'entretien pendant assez longtemps. Parce que sinon, si vous arrêtez trop vite, le patient rechute. Mais même déjà, en le gardant longtemps, il y en a beaucoup qui rechutent aussi. Et donc, c'est vraiment ça le problème des corticoïdes, c'est qu'au début, ça fonctionne super bien, les parents sont super contents, tout le monde est content. Et puis, bon, il faut résister à vouloir arrêter trop vite parce que si vous arrêtez après un mois, vous êtes sûr de la rechute. Donc, ça se donne plus longtemps qu'un syndrome de West, ça c'est clair. Le syndrome de West, bon, c'est l'autre forme d'encéphalopathie épileptique qui répond aux corticaux et où là, on sait très bien que les corticaux, on ne doit pas les garder pendant très longtemps. Hein. 2 à 3 semaines de corticaux, ça suffit pour un syndrome de West. Malheureusement, ça ne suffit pas pour des POX. C'est sans doute lié à l'âge de l'enfant. Quand ils sont à l'âge du syndrome de West, qui sont nourrissons en dessous d'1 an, ils ont besoin d'une durée de corticoïdes qui est beaucoup plus faible que les POX. Pourquoi en est-il ainsi? Il y a certainement une question de maturation et d'âge qui est très importante, mais donc il est clair qu'il faut d'emblée dire aux parents que pour les POX, quand on part avec des corticos, ça va être long et donc se préparer à d'emblée prévenir le mieux possible la prise de poids parce que certains patients prennent énormément de poids et bon, voilà, moi je prêche pas forcément le schéma hydrocortisone parce que des collègues ont des résultats comparables avec des schémas à la prédnisolone en commençant à 2 mg. Vous trouverez ces schémas dans d'autres papiers. Bon, je crois qu'il est important de se tenir à un schéma, d'en avoir un en tout cas, et que ce schéma doit être assez long dans le temps. Alors, si les patients qui rechutent, moi, ça m'arrive de reprendre les corticos. Hein, donc, ça m'est déjà arrivé de rechute à la diminution ou à l'arrêt du traitement, de repartir sur une cure. Donc là, ce sera au cas par cas. Hein, ouais, ça devient du cas par cas. Alors, une question sur la mémantine et l'amantadine, le régime. Oui, alors là, oui, donc bon, pour la mémantine, il y a un papier. C'est à ma connaissance, il n'y a qu'un seul papier avec la mémantine, enfin amantadine. Moi, je n'ai pas d'expérience personnelle. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé. Et je pense que c'est un traitement qui n'a pas fait sa preuve et qui mériterait voilà, qu'on y voit plus clair par rapport à ça. Et par rapport au régime cétogène, moi dans mon expérience, ça ne fonctionne pas. J'ai mis beaucoup de patients au régime cétogène parce que, bon, en désespoir de cause, on l'essaye, bien entendu, quand les médicaments ont tous échoué. Alors peut-être qu'on les met trop tard, mais là encore, c'est une différence avec le syndrome de West. Si on veut faire l'analogie entre deux syndromes épileptiques qui répondent aux corticaux,
c'est vrai que le syndrome de West, c'est très intéressant, le régime cétogène. Il y a beaucoup d'enfants qui répondent même après échec des corticos. Mais mon expérience dans l'époque, c'est très, très décourageante, hein. J'ai eu très peu de réponses et bon, voilà, c'est un peu comme la dépakine. Moi, ça ne fait pas partie des traitements très efficaces. Bon, je reviens sur le G parce qu'il y a deux questions qui sont intéressantes. Faut-il exiger l'absence de grapho-éléments physiologiques du sommet pour Ah parler de... non, 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 non. Bon, l'absence de grapho-éléments physiologiques, elle se voit quand il n'y a plus que des pointes qui ont diffusé, qu'elles sont tellement amples qu'elles ne permettent même plus de voir des fuseaux. Mais il y a certains patients, ben justement ceux qui n'ont pas des pointes tout le temps, et ben on voit très bien leurs fuseaux, hein. Ou bien dans ce que j'ai appelé les hémipox, c'est-à-dire où il n'y a qu'un hémisphère atteint, ben on voit que les fuseaux sont bien présents sur l'autre hémisphère. Donc non, non, on ne doit pas exiger l'absence de grapho-éléments physiologiques et en particulier de fuseaux de sommeil en stade 2. Est-ce que la présence ou la prédominance de pointes et de polypointes, plus que les pointantes, c'est aussi peut-être considéré comme un POX ou c'est un autre pattern? Alors, donc, dans les polypointes, il faut se méfier que ce ne soit pas des polypointes qui évoluent vers les rythmes rapides, hein. Donc là, il faut quand même se méfier qu'on n'est pas plus éventuellement dans du Lennox-Gastaut que dans des POX. Donc, bon, ce n'est pas absolu, mais je me méfie quand même des polypointes. Tout à fait. Alors, la dose maximale de léviteracétam, moi je pense c'est 60 Ouais, mg. 60, c'est déjà une bonne dose, hein. 50, c'est déjà bien. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que je que je ne suis pas passée à côté d'une question. Enfin, il y a une question qui dit qu'ici, pas de sommeil, faut-il essayer l'hypnose? Moi, je ne sais pas, franchement. Ah, ouais, ça, j'en sais rien, je ne l'ai jamais fait. Je ne pense pas que l'hypnose va faire disparaître les points tondes, mais bon, voilà. La question reste ouverte. Pourquoi pas? Mais non, je pense pas. Non. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci encore. Merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment passionnant. C'était exténuant pour vous. Merci encore et j'espère qu'on se reverra. Eh ben, j'espère aussi en présentiel, alors du coup, on espère tous. On espère, franchement, on espère. Ouais, et sinon, on continuera avec les Zoom et autres outils. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'imagine qu'il fait bien chaud déjà chez vous, parce que là, en France, c'est les grosses chaleurs qui commencent à arriver. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment chaud ici et c'est dommage. Et voilà, merci pour l'assistante d'être présente avec nous ce soir. Elle était Oui. heureuse. Et je leur donne rendez-vous le 13 juillet pour parler d'un sujet aussi important, pratique, c'est la vaccination et l'épilepsie. C'est vraiment un sujet Eh ben, d'actualité très bien. Eh bien, bon été à tous. Voilà. et voilà, et à la prochaine, au prochain À la webinaire. prochaine. À la Voilà. prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci Shannon et à la prochaine.